pense que ça commence vraiment au départ, c'est avant de partir. La première chose, c'est de m'assurer que j'ai assez de snacks. Je m'appelle Patrick Lac et vous écoutez Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Pour entendre toute ma conversation avec Mélanie Mercier, géologue en opposition au projet minier à Rossland en Colombie-Britannique, avide snowboarders et propriétaire horticultrice de sa compagnie Araucaria, rendez-vous sur webwest.ca ou la plateforme balado de votre choix. Je comprenais pas le but nécessairement d'exploiter la croûte terrestre à ce point-là pour avoir des ressources. Je comprends, on a besoin des téléphones, on a besoin de ci puis ça, puis des bicycles. Mais est-ce qu'il y a moyen de consommer moins puis de vivre notre vie quand même? Salut, je suis Patrick Lac et ceci est Franc Ouest, saison 2, Nature, elle. Je parcours l'Ouest canadien pour aller à la rencontre des femmes francophones passionnées de plein air. Épisode 1, Mélanie Mercier, planche à neige hors piste, Rossland. Yes, sir. Record. On est sur le Crow's Nest Pass. Sur la route, on vient de quitter Castlegar. On voit une affiche Red Mountain Ski Area de 2 km. Dans l'auto, on a Alex Balsé qui conduit diligemment, comme d'habitude. Véronique Trudel qui s'occupe de notre son. Jackie Atkins qui est notre réalisatrice vidéo qui se réveille. Oh, comme là. Géologue de formation, Mélanie Mercier a travaillé pendant plusieurs années dans l'industrie minière avant de changer de carrière pour l'horticulture et fonder sa propre compagnie, Araucaria. Elle est maintenant une figure importante dans la lutte contre un projet minier à Rossland, en Colombie-Britannique. Passionnée de protection de l'environnement, elle nous emmène en planche à neige hors piste sur le site minier proposé de Record Ridge. On est à plus de 1000 mètres d'élévation, la vue est à couper le souffle et le froid aussi. C'est tout beau! Les nuages, puis tout! Oui, Mélanie, mais tu peux m'appeler Mel, là, même... tout le monde m'appelle Mel. Ouais? Oui. OK. Moi, je suis pas habituée de faire ça même. Ben, tu fais bien, ça va? Je suis une petite rookie! Fait que là, aujourd'hui, tu nous emmènes en hors-piste. Tu vas commencer ton ascension en ski, puis éventuellement, tu vas transformer tes skis en snowboard. Fait que tu nous emmènes en splitboard. J'aimerais ça que tu nous parles un peu, tu sais, de comment tu restes sécuritaire dans un terrain potentiellement d'avalanche. La première chose, c'est de m'assurer que j'ai assez de snacks. C'est quoi ton snack de prédilection? J'ai des petits blocs de Cliff. C'est comme des petits blocs d'électrolytes. Je m'amène du thé. J'amène aussi du chocolat. Puis, je pense que ça commence vraiment au départ, c'est avant de partir. S'assurer qu'on a les items comme des bas d'extra, des mitaines d'extra, une doudoune plus chaude que tu peux mettre par après. T'assurer que toutes les vis sont toutes bien vissées, tout est beau. Donc, à chaque fois que je pars, je m'assure que j'ai mon transceiver, mon probe, ma pelle, lunettes de soleil, crème solaire, mon casque. Puis au niveau de genre ton choix d'endroit, tu vas checker les conditions d'avalanche, je suppose, tu vas regarder ta map. Mm-hmm. Je regarde aussi combien de neige qui est tombé. J'ai plusieurs sites que je vais regarder pour comparer les prédictions, la température, comment il y a eu de vent la nuit d'avant, parce que le vent va transporter la neige à d'autres endroits. C'est ça. Donc ça, c'est au début. Puis après,
On choisit un endroit, puis ça dépend de qu'est-ce qu'on voit. Parce qu'on peut toujours faire un plan d'avance, mais on ne sait jamais vraiment ça va être comment exactement quand on va être là. Donc, des fois, tu peux faire un plan, puis tu changes d'idée rendu à moitié parce que ça marche pas, là, c'est pas sécuritaire. Il faut vraiment être ouvert d'esprit quand on va dans le hors-piste. Partir à plusieurs aussi, je suppose. Plusieurs, mais moi, je suis assez conservatrice dans le nombre de personnes que j'aime aller avec. Au moins une autre personne. J'aime pas ça y aller tout seul, puis c'est pas vraiment la meilleure idée. Mais 2 ou 3, 4 maximum. Je suis comme introvertie. Le monde, il pense que je suis extravertie, mais je pense que je suis introvertie, extravertie. Moi, je suis mieux en 1 à 1 ou 2 ou, c'est ça, comme je dis, 4 max. T'sais. Fait que là, tu vas nous emmener à l'endroit où il y a un projet minier qui est comme en préparation, où ça a été proposé. Puis je sais que toi, tu es très impliqué contre ce projet-là avec la communauté de Roslyn. Fait que, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ça va être quoi les impacts? Donc, les impacts sont vraiment grandioses. On espère que ce projet-là va pas arriver. C'est vraiment des problèmes de pollution, de bruit, de trafic, de véhicules miniers. Record Ridge, on la voit de plusieurs endroits à Roslyn, dans le centre-ville ou sur les pistes de vélo de montagne ou en touring. En fait, il y a plusieurs endroits comme ça. Un des gros problèmes avec où est-ce que ce projet-là serait situé, c'est en plein milieu des eaux qui amènent l'eau potable pour la ville. Donc, c'est inacceptable. C'est aussi sur un milieu où est-ce que des espèces en voie d'extinction. Donc, il faut protéger cet endroit-là. Puis qu'est-ce que le fait d'être géologue te permet de comprendre de la situation du projet minier à Record Ridge que d'autres personnes pourraient ne pas comprendre? Puis pourquoi est-ce que tu t'es mis dans la situation d'être active contre ce projet-là? En fait, d'avoir l'expertise que j'ai travaillé avec des compagnies juniors d'exploration, puis de savoir que ça serait 7 km de Roslyn, puis des résidents de Sheep Creek puis Patterson sont à moins de 3 km de ce site-là. Donc, juste pour moi d'avoir entendu ça au départ, je me disais, mais là, c'est bien trop proche, puis il va y avoir des répercussions à long terme. Peu importe la façon que c'est géré, maintenant que j'ai travaillé dans ce domaine-là, je le sais que peu importe c'est quoi les interventions ou les façons les plus sécuritaires, ça change rien que ça va être un gros trou. Donc, c'est trop proche de où est-ce qu'on vit pour avoir un projet comme ça qui va avoir un impact sur l'eau potable, l'air, le bruit, la nature, les écosystèmes précieux, les pollinisateurs précieux, la piste de vélo de montagne, les 7 sommets qui passent pratiquement dans le milieu de où est-ce que ça serait. Puis la compagnie opérait pendant l'été, automne, puis au printemps, donc pas à l'hiver. Mais une fois qu'il y a un trou à ciel ouvert, quand il va neiger, le trou va se remplir de neige. Au printemps, quand la neige fond, tout ça, ça va se ramasser dans l'eau potable. Mélanie, je suis tellement content de te rencontrer finalement. Parce que les deux, on a grandi en Outaouais, nés en 1986. On a plein d'amis communs. Puis pourtant, on s'est jamais rencontrés avant aujourd'hui. Fait que merci la Colombie-Britannique. C'est un petit bout de Gatineau, mettons. Ouais, pas mal, pas mal. Quand est-ce que tu es arrivé dans l'Ouest? Puis qu'est-ce qui t'a emmené ici? Je suis déménagée en 2011. J'avais un contrat de travail de géologie au Yukon quand j'ai terminé ma maîtrise. J'ai rempli mon petit char de tous mes cossins, mes jouets, mes bicycles. Tes petits marteaux, ta petite brosse. Puis j'ai conduit jusqu'à Whitehorse. Puis à la fin de l'été, je me suis dit, je vais déménager à Vancouver.
parce que toutes les compagnies minières sont basées là. Ben, la plupart, c'est soit là ou Toronto. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand j'avais 18, j'étais allée faire la West Coast Trail. Puis la Colombie-Britannique, ça m'a toujours attirée. C'est l'océan, les montagnes, pour faire de la planche à neige ou tous les sports extrêmes, là. Tu peux tout faire ça à Gatineau, mais dans l'Ouest, c'est comme encore plus intense, tu sais. Ouais, c'est vrai que si on compare l'Ouest avec Gatineau... Moi aussi, la West Coast Trail, c'est comme mon premier déclic par rapport au BC. Je me rappelle, tu sais, j'étais ado, là, peut-être 14 ou 15 ans, d'être assis dans le salon chez ma mère, puis de voir un documentaire sur la West Coast Trail. Puis là, ça m'a... C'est un beau souvenir que j'ai en tête, mais je pense que c'est allé direct dans mon inconscient. Puis là, peut-être à 20 ans, quand j'ai fait du pouce pour venir dans l'Ouest, là, j'ai eu comme le but de le faire. Mais finalement, j'ai été découragé parce que tout le monde me disait « Ah, faut que tu réserves en avance, 2 ans d'avance. » Puis moi, j'étais absolument pas prêt. J'avais même pas de lampe frontale avec moi. J'avais même pas de tente. J'avais rien qu'une bâche. Ben, moi, je n'avais jamais vraiment entendu parler, mais au cégep, tout ça, on en parlait. Je dois remercier mes amis avec qui je l'ai faite parce que si c'était pas d'eux autres, moi, j'en aurais pas entendu parler. Je l'ai faite avec Rachel Cardinal, Maxime Rémillard. Il y avait les livres, là, Blisters and Bliss, puis tous les autres livres là, typiques de la West Coast Trail. Un livre pour faire des recettes de bouffe sèche. Fait que, tu sais, comme je dis, si c'était pas d'eux autres, je pense pas que j'aurais organisé ça, là. Réservé, puis tout ça. Tu sais, dans ce temps-là, tu faisais ça par téléphone, là. Ouais. Un peu par Internet. Un peu par Internet, mais c'était pas vraiment développé, là. Non. Fait que toi, t'as fait ton bac en géologie à l'Université d'Ottawa, une maîtrise en géologie à Carleton, puis ensuite, t'es comme embarqué sur le marché du travail dans l'Ouest, directement. T'as quitté l'Outaouais, comme plusieurs personnes ont fait. Puis aussi, au cégep, j'avais fait un cours de géologie, fait que ça a comme commencé un peu de même. Mais à chaque été, depuis 2006, je travaillais en géologie pendant les étés. Fait que j'ai comme exploré différents domaines à travers la géologie, avec le gouvernement, les provinces comme Ontario, Territoire du Nord-Ouest, Yukon. Après ça, j'ai commencé à travailler avec une compagnie d'exploration. Comment qu'on peut faire de la cartographie, mais pour trouver des dépôts ou faire de l'exploration minière. Travailler à différents niveaux, petite compagnie junior, grosse compagnie minière. Puis là, je me disais, je sais pas si c'est ça que je veux faire. Comme, je me sentais pas vraiment entourée de personnes qui partageaient vraiment comme le désir de protéger la nature. Puis je me sentais aussi un peu comme un pion. On est jeune, on se fait dire « Ah, faut que tu te trouves une job, là. Ça va te faire plein d'argent. » Puis là, c'est ça, là, qui va te rendre heureuse, tu sais. Puis je me disais « Oui, j'en fais plein d'argent, mais je suis jamais là. Je manque tous les événements importants que je veux passer avec ma famille, mes amis. Ah, telle date. Je sais pas si je vais travailler ou pas. Je sais pas si je vais pouvoir prendre un congé. » Je me sentais tellement pognée. Je comprenais pas le but nécessairement d'exploiter la croûte terrestre à ce point-là pour avoir des ressources. Si je comprends, on a besoin des téléphones, on a besoin de ci pis ça, puis des bicycles. Puis... Mais est-ce qu'il y a moyen de consommer moins puis de vivre notre vie quand même? J'étais tannée de toujours être partie. On travaillait là 28 jours en ligne. On avait 2 semaines de congé. Ou 21 jours en ligne, 9 jours de congé. Tu sais, t'es tout le temps comme je veux un chien, je veux rencontrer l'homme de ma vie, je veux des plantes, je veux un jardin. Tu sais, je peux pas vraiment faire ça. Puis là, c'est ça, je me disais, peut-être je pourrais trouver une job de bureau avec une compagnie, là, en ville ou des affaires de même. Mais j'étais comme tellement pas... je me sentais pas vraiment excitée de faire ça, là, d'être devant un ordi, là, puis rentrer des données, puis faire des cartes. Puis j'étais comme, il y a quelque chose d'autre que je peux faire qui va être plus gratifiant, tu sais, puis qui va faire une différence plus positive
de mon point de vue, fait que c'était l'été 2014. Je sais pas, à ce jour-ci, comment que j'ai trouvé à propos de l'horticulture, mais d'une façon quelconque, j'ai commencé à chercher j'étais en congé pour 2 semaines, là. Puis j'ai trouvé le cours d'horticulture au Jardin botanique à UBC. Puis la date limite pour appliquer, c'était ce jour-là. Yes! Là, j'étais comme, OK. Tu t'es fait du café, t'avais mis The Final Countdown, puis t'as écrit sur ton ordi. Ta-da-da-da! Puis en fait, aussi, je les ai appelés pour leur dire ma situation. Ouais. Puis, tu sais, ils en prenaient juste 16 personnes. Puis j'étais comme, OK, ça, c'est l'expérience que j'ai. Mais là, ça va me prendre peut-être une couple de jours à trouver mes... comment t'appelles ça? Diplômes et... Certification. C'est ça, tous les cours. En tout cas, ils sont comme, OK, pas de problème. On veut t'avoir avec nous autres, là. Trouve tes cossins, puis on va te donner une chance, tu sais. Puis c'est ça, je voulais tellement faire ce cours-là. Puis ils m'ont accepté, puis j'ai donné ma démission. Puis là, 1 mois plus tard, la compagnie avec qui je travaillais à ce temps-là, ils ont laissé aller 50 personnes. Puis là, j'en revenais pas. On dirait c'était dû là, pour arriver. Fait que c'est de même, ça a commencé. Quelle belle transition de roche, sol, puis à essayer de comprendre maintenant comment que les plantes interagissent avec le sol. J'ai commencé à travailler avec la ville de Vancouver, à Stanley Park. Puis, il y a un monsieur avec qui je travaillais qui me dit « Tu devrais te trouver comme un autre job de jardinage, là. » Tu sais, comme après le travail, on finissait à 3h30 à l'été, tu sais. Il fait ça là, jusqu'à comme 7h30, 8h. J'aime avoir ma liberté de faire mes choix, de qu'est-ce que je veux faire, avec qui je travaille. Puis, j'aime ça aussi travailler toute seule. Fait que donc, t'as fondé ta compagnie, Araucaria. Et là, ce que je viens juste de cliquer, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est qu'on se rencontre présentement à Rossland, qui est littéralement une ville qui est née suite à l'exploration minière. Ça a été une des grandes villes pour la découverte de l'or. Les Kootenays West, il y a plein d'histoires par rapport au Gold Rush. Fait que je trouve ça fascinant qu'on se rencontre ici, à un endroit qui est comme littéralement né de la géologie. Mais toi, t'as transitionné de ce domaine-là. T'as quand même une approche différente aussi, je pense, du jardinage traditionnel. Je dirais au début, j'ai fait les pratiques comme que j'ai appris dans mon cours. Puis les changements climatiques, ça m'a fait vraiment repenser la chose. Est-ce que le jardinage, c'est durable? Est-ce que ça fait du sens, la façon qu'on fait le jardinage pour vraiment aider les pollinisateurs, toutes les petites créatures qui se promènent dans les jardins, toutes les sortes d'insectes, herbicides, pesticides, tout ça, est-ce que ça fait du sens? Moi, j'ai jamais utilisé ça. J'ai toujours refusé de faire mon cours pour avoir ma licence, qui était un certificat qu'on devait obtenir si tu voulais travailler à temps plein avec la ville. Même si la ville empêche l'utilisation de ces produits-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut que tu ailles. En tout cas, je lisais des livres sur l'horticulture. Puis là, ça commence à dire, si vous voulez avoir un jardin, qu'est-ce que vous voulez regarder? Quelle couleur vous voulez voir? Quel type de créature est-ce que vous voulez attirer? Puis là, je suis comme, comment ça que les questions, c'est tellement égocentrique? Satisfaire l'œil de la race humaine, tu sais. Il n'y a pas une mauvaise herbe, puis il y a plein d'espace entre les plantes. On voit du sol complètement exposé. Tout ça, ça contribue aussi à produire plus de monoxyde de carbone, puis de relâcher ces gaz-là dans l'atmosphère. J'ai commencé mes pratiques de jardinage comme j'ai appris. Puis là, peu à peu, avec l'expérience, avec les années, je vois qu'est-ce qui marche pas.
Puis là, je me dis, OK, c'est bien beau, là, un jardin tout trimé, parfait, là, tout est tout beau, mais on dirait comme, ça sert à rien. Je vois pas plein d'abeilles dans le jardin, je vois pas le système d'irrigation, là, ça marche tout le temps. Puis les plantes, ils sont prisonnières de ce système d'irrigation-là, parce que c'est pas des plantes natives. Théoriquement, ils peuvent fonctionner dans la région parce que ils font partie du code Hardiness Zone. Mais est-ce que c'est les plantes que les pollinisateurs locaux veulent? Fait que ça a commencé comme ça. J'étais rendue un peu tannée. Puis Vancouver, c'était pas ma place. Je trouvais ça bien trop gros. Mes parents, ils ont grandi dans des petits villages. Puis on dirait que j'ai tout le temps pensé là, que je resterais dans une petite cabine quelque part, dans la nature. Puis... Mais je comprenais pas comment que j'allais faire pour déménager dans une petite ville, puis où je pensais peut-être sur l'île de Vancouver, peut-être à Squamish. Dans ce temps-là, c'était pas encore trop fou. Quand j'étais encore géologue, j'ai des amis géologues qui sont déménagés à Roslyn, ils ont acheté une maison. C'est ça, en 2013, elle a fait un party du jour de l'an. Je suis venue la visiter avec d'autres amis, puis je sais pas, je le sentais dans mon cœur, je suis comme, je veux rester ici à un moment donné. Puis de recommencer à zéro dans une petite ville. Moi, je suis comme, ben, peut-être que je pourrais jardiner. Mais je suis comme, il y a sûrement pas de jardin, là. C'est des petits villages et montagnes. Puis t'étais venu l'hiver. Moi, j'étais venue. T'avais pas vu, parce que c'est autre chose quand même, la végétation aussi l'été. Ouais. À flanc de montagne, puis il y a quand même, ben, pas beaucoup d'agriculture, mais il y en a. Tu sais, ça existe, puis il y a une belle diversité aussi. Ouais. Quand je déménageais à Roslyn, ça m'a vraiment frappé. Avec les feux de forêt, l'eau, c'est vraiment contrôlé à certains temps de l'été quand il y a la sécheresse, tout ça. Puis là, je me disais, ça n'a pas de bon sens comment on fait les jardins, ça l'aide pas. Comment que je peux ajuster mes pratiques parce qu'on a besoin des jardins, on a besoin d'encourager les pollinisateurs puis de créer des habitats pour eux autres. Parce que c'est eux autres qui pollinisent les plantes dans les jardins de légumes. On a besoin des légumes dans la vie. C'est tout connecté. Donc, on dirait que j'ai comme pas eu le choix de penser autrement, mais aussi parce que mon cœur est tellement sensible à ce que je vois, puis je veux toujours faire le mieux que je peux pour réduire l'impact. On devrait aussi parler de ton activisme. Il y a un projet minier en développement. T'es un peu comme la tête d'affiche. De tous les efforts pour bloquer le projet minier. C'est toute la ville de Roslyn, c'est des claims, mais on n'entend pas vraiment parler de est-ce que les compagnies sont actives, qu'est-ce qui se passe, on voit pas grand-chose qui se passe. Puis là, tout à coup, la compagnie West High Yield Resources a commencé à parler qu'ils voulaient nous rencontrer pendant 2 soirées pour discuter de leur projet. Je suis comme, ils sortent de où, eux autres, tu sais? De quel projet? T'sais? Ouais, de quel projet? Là, ils disent qu'ils sont en train d'obtenir un permis pour ouvrir une mine à ciel ouvert de magnésium. Là, c'est ça. Là, mon côté géologue a commencé à faire des recherches pour me préparer vraiment. Heureusement, j'ai les connaissances de comment faire des recherches pour essayer de trouver le plus de détails possible à propos du projet, puis d'essayer de comprendre ce qui se passe. Le plus de recherches que je faisais, je me disais, aïe, j'en reviens pas, là. Ça fait pas de sens pantoute. De regarder ça de loin, on dirait qu'ils font toutes les étapes correctes. Mais quand tu commences à lire les détails, puis tu lis entre les lignes, c'était évident pour moi qu'ils n'ont aucune idée de quoi qu'ils parlent, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Puis là, de réaliser où exactement leur projet est proposé, comme ça fait pas de sens, pantoute. Les 2 rencontres, je suis allée avec différentes questions, différentes approches pour les questionner sur leur pratique ou des trucs en particulier là, qui disaient sur leur projet. Puis, ben là, vu que j'ai fait ces recherches-là, je pouvais plus ignorer les trouvailles que j'ai trouvées. J'ai pas le choix de faire tout ce que je peux en tant que géologue et en tant que horticultrice parce que ce projet-là serait sur
un grassland qui est en voie d'extinction. Il y a des plantes spécifiques qui sont aussi en voie d'extinction. Avec mon côté horticultrice, qui aime la nature, les plantes, les pollinisateurs, tout ça, puis le fait que ces plantes-là, il y en a certaines qui poussent juste là ou à 5 autres endroits à travers le Canada seulement. Puis le grassland, c'est aussi un écosystème qu'on retrouve pas vraiment à travers le Canada. Étant donné la proximité de Roslyn, c'est à comme moins de 7 km. L'arête où est-ce que le projet est proposé, on peut la voir de la ville. La délinéation de leur projet, c'est pas comme « Ah oui, la ressource est ici, on coupe directement où est-ce que la ressource est. » Faut que tu coupes à l'extérieur de tout ça. Donc, le sentier de vélo de montagne, cette sommet, c'est directement à côté. La piste va être complètement arrachée. Tu sais, c'est un sentier qui est reconnu mondialement. Les gens, ils voyagent à travers le monde pour venir à Roslyn pour faire du ski, de la planche à neige à l'hiver, mais aussi pour faire du vélo de montagne. Le projet est en pause. Ils ont omis de soumettre certains documents pour leur application. Le ministère des Mines leur a dit « Vous avez fait des changements depuis, on ne sait plus vraiment c'est quoi vos intentions et tout ça. On veut que vous nous resoumettez votre application. » On en est maintenant à notre deuxième saison de Franc Ouest, grâce à l'implication de partenaires financiers comme Patrimoine canadien et Réseau Femmes Colombie-Britannique. Mais c'est grâce à vous, nos auditeurs, qu'on peut continuer de promouvoir la francophonie canadienne. Merci d'être là à chaque semaine et de partager vos épisodes préférés avec d'autres. Merci de laisser des commentaires, des j'aime et des 5 étoiles. Merci de prendre le temps de découvrir les histoires fascinantes de chacune de ces femmes. Fait que t'es pas la seule qui a été comme surprise puis un peu même déçue de leur application, finalement. Ben, l'application comme telle, on l'a pas vue encore. Je dis on, la communauté. L'application n'a pas été soumise publiquement. Okay. Toute l'information qu'on a, c'est qu'est-ce que la compagnie a mis sur leur site web. Qui est souvent quasiment plus du marketing. C'est ça. Différents acteurs, les investisseurs ou la ville de Roslyn ou les sous-contractants. Ouais. À défaut d'avoir vu l'application comme telle, il y avait au-dessus de 100 quelques personnes à chaque rencontre. Puis le monde dans la salle, il capotait, là. C'était pas une rencontre qui était calme et harmonieuse. Tout le monde était vraiment concerné et vraiment pas en faveur du projet. Ils ont pas choisi le village le plus facile parce que, tu sais, les gens habitent ici à Roslyn pour le plein air. C'est vraiment, c'est du monde qui veulent pas travailler beaucoup parce qu'ils veulent se garder du temps pour leur sport. Tu sais, au niveau des répercussions, genre, toi, tu fais du snowboard, tu fais du vélo de montagne, t'as parlé de Seven Summit, la trail, puis avec Stéphanie Dupont, des Mud Bunnies, elle me l'a dit clairement, Seven Summit, c'est la trail vedette de la région ici. Tu sais, c'est une grosse trail d'endurance, c'est du 5, 6, 7 heures non-stop. Mais ça serait quoi, disons, les répercussions? Parce qu'une mine à ciel ouvert, ça va changer l'emplacement comme tel. Cet emplacement-là, tu peux pas remettre la terre dans le trou, puis là, retirer du gazon là-dessus. Non, là, c'est ça. planter 3 arbres, puis dire « Ah, tu sais, on a pris le magnésium, mais allez-y, là, faites du vélo. » Ouais. Ça va être changé à tout jamais, probablement. Là. Ouais. Habituellement, les plantes qui sont plantées après, c'est pas des plantes natives. Je sais pas quelle plante qu'ils trouvent pour remettre, mais
Ils vont sûrement par couleur. Ouais, c'est ça. Puis c'est tellement un écosystème unique que tu peux pas juste aller chercher des plantes au Canadian Tire là, dans leur section jardinage là, puis aller mettre ça là. Il y a rien qui va survivre. Puis c'est des plantes qui sont là, qui se sont établies à travers des années, des années, des années. Il y a certaines plantes qui fleurissent juste une certaine partie de la saison, puis c'est tellement difficile d'obtenir des graines, c'est tellement difficile de les ressemer par graines, c'est vraiment aride aussi, c'est rocailleux, c'est... On est en élévation aussi, là, c'est autre chose. Hein. Mm-hmm. Puis il y a aussi la ville de Rosslyn et ses habitants sont voisins de la ville de Trail. Mm-hmm. Et ils ont décidé d'habiter à Rosslyn et non pas à Trail. Parce que Trail, c'est une ville usine, littéralement. Tu sais, je trouve que la compagnie minière, dans son pitch, a certainement pas évalué ça aussi. Là. Il y a le contexte social. Le monde, ils veulent pas être à Trail, ils veulent être à Rosslyn. Ils veulent pas voir la pollution, ils veulent pas être à côté de l'usine, ils ont déménagé plus haut. L'autre chose à laquelle je pense, c'est que il y a aussi des communautés autochtones. Là. Est-ce qu'ils ont été consultés? Est-ce qu'ils étaient présentes, ces communautés-là? Non. Non. Puis la compagnie dit autrement, mais on sait, en ayant parlé directement avec certains représentantes spécifiques de ces communautés-là qui n'avaient aucune idée de l'intention de la compagnie, du projet comme tel. Ils n'ont pas été consultés. Donc ça aussi, c'est un problème. Vraiment. En plus du fait que on est en 2023, on sait que l'histoire du Canada... c'est pas des arcs-en-ciel puis des licornes, là. Il s'est passé toutes sortes de choses vraiment atroces. Le gouvernement parle de réconciliation. Ils font toutes sortes d'efforts pour essayer de se faire pardonner puis de parler de la vraie histoire qui s'est passée. Ça fait pas tellement longtemps de ça, là. Ben non. La dernière école... residential school. Elle était fermée, ça fait 27 ans de ça. Je peux pas m'empêcher de penser que si le gouvernement décide que ce projet-là peut continuer, le gouvernement va se contredire complètement avec ce qu'il essaie de faire avec la réconciliation. Les communautés autochtones de la région sont pas en faveur de ce projet-là. Il y a des plantes spécifiques qui font partie de leur culture, qui poussent, mais qui sont en voie d'extinction sur Record Ridge. Donc, c'est ces groupes-là qui devraient être consultés en premier, puis le gouvernement devrait ouvrir leurs oreilles pour écouter vraiment ce qu'ils ont à dire. En plus, c'est une situation au niveau des Premières Nations ici dans la région qui est extrêmement compliqué. Mm-hmm. On va en parler avec Alexandra Pronovo. C'est des territoires qu'on dit non cédés, mm-hmm. mais les villes sont établies sur ces territoires-là. C'est quand même une situation qui est vraiment compliquée. Oui, puis un groupe en particulier, une certaine moitié est en Colombie-Britannique, puis l'autre moitié est aux États-Unis. J'aimerais ça que tu nous le décrives, là, en hiver, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? Ça sent quoi? C'est comme un environnement avec des super beaux arbres conifères, avec du lichen vert pétant. Puis ces conifères-là sont remplis de crème fouettée. Oh, c'est tellement beau! Il y a des petits oiseaux ici et là. Les rayons de soleil se promènent entre les conifères. C'est tellement beau. Tu sais, la neige, quand les rayons du soleil approchent la surface, puis... La crème fouettée, tu veux dire? Oui, la surface de la crème fouettée, puis là, ça brille.
Mon ami appelle ça disco snow. Ah ouais. C'est comme une boule de disco qui brille, là. Comment on se rend là? Parce que ça fait pas partie de Red Mountain, la station de ski. Il y a différents points d'accès. C'est quand même bien de partir de la station, aventurer là, dans certains accès. J'étais un petit peu vague de des points d'accès, mais c'est des secteurs tellement précieux dans mon cœur que même si c'est pas loin de la montagne, on dirait j'aime mieux en parler un petit peu plus vaguement si c'est correct. Ah ouais, garde le secret. Juste les locals. Ben, je sais bien que c'est pas un secret. Ça, c'est là, tellement tu sais, Roslyn, là. Prennent des photos. Non, ça a pas été pris ici à Roslyn. C'était un jump qu'on a fait à Revelstoke, là. C'était pas... Ça, c'est tellement Roslyn. Parle-moi de ta planche à neige. Puis aussi, ça vient de où, ton amour? Ça fait longtemps que tu rides, là, toi, là. Ouais, j'ai commencé quand j'avais 11. J'ai tout le temps été obsédée avec ça, là. Faire de la planche à neige. Ça a l'air tellement de fun. La splitboard que j'ai, c'est une Chimera Unicorn Chaser. Une splitboard, c'est une planche qui se divise en deux, puis que tu peux bouger les bindings, transformer la planche en genre 2 skis pour monter en haut avec des pots que tu colles. Fait que tu fais ton ascension, t'es comme en ski, tu utilises des pôles, I guess. Puis t'as des pots en dessous. Puis là, rendu en haut, t'enlèves tes pots, tu ranges ça, tu rétractes tes pôles, tu clips ta board ensemble, tes deux skis. Tes Tes deux moitiés de board. Ouais. Puis là, tu rides en descendant comme une snowboard régulière. Qu'est-ce qui différencie les pistes à Roslyn de ski ou de snowboard? Ben, l'affaire avec Red Mountain, c'est qu'il y a plein de montagnes. Tu sais, c'est Red, Granite, Grey, puis là, les autres en dehors, Kirkup, Mount Roberts. Mais est-ce que j'ai une montagne préférée dans tous ceux-là? Non, comme tous les aspects, toutes les pistes damées ou dans les arbres, les cliffs, c'est tellement magnifique. J'adore Red. Tu sais, à l'hiver, je suis snow host, qui veut dire que n'importe qui est jamais venu à faire du ski ou de la planche peuvent passer un matin ou une après-midi avec moi, puis je leur montre comme où aller. C'est du gros calibre aussi. Là. Ouais, du gros calibre, puis tu sais, s'il y a du brouillard, t'arrives en haut, t'as aucune idée tu t'en vas où, parce que la plupart des montagnes, tu peux les rider à 360 degrés, comme tous les aspects. La plupart des pistes, c'est des diamants noirs. C'est vraiment à pic. Donc, il n'y a pas vraiment de piste pour débutants sur Red. Il y en a une, mettons, mais même la piste débutante est assez à pic, là. C'est quoi ton plus grand défi? Hey, là, tu me prends au dépourvu, là. Mon plus grand défi. La fille a pas de défi. Non. Tu sais, de vivre une vie modique qui va me permettre de faire les choses que je veux faire sans avoir à travailler trop, puis d'avoir juste ce que j'ai de besoin. Sais-tu vraiment, par exemple, OK, c'est quoi mon défi, là, pour vrai, là? Mon plus grand défi, c'est de faire de la planche à neige quand j'ai 100 ans. Moi, je veux être une centenaire. Comme pour vrai, là. J'adore. Non seulement de vivre jusqu'à 100 ans ou plus, mais aussi de faire de la planche à neige quand je vais avoir 100 ans. Puis au pire, je vais faire du ski, là. J'adore que quand je t'ai approché pour faire l'entrevue, t'étais comme, mais là, je veux pas juste faire une entrevue sur le skateboard, là. Ça serait poche de juste parler de skateboard, là. Je suis pas vraiment du skateboarder. Là, j'étais comme, non, la rencontre, c'est ça qui est le plus important. Puis je pense que tu serais quelqu'un de fascinant à rencontrer. Le sport, c'est comme un peu une excuse, finalement, tu sais. Ça allait vraiment bien ensemble, là. Skateboard, snowboard, Ben oui. surf, punk rock. Quand j'étais jeune, je dis ça quand j'étais jeune, je suis encore jeune. Moi, je vais être jeune toute ma vie, là. Quand j'ai commencé à faire de la skate, 10 ans passés, comme j'allais au skatepark, il y avait mais pas de filles. Puis il y avait une amie à Vancouver que j'ai rencontrée en faisant de la skate, puis
elle avait commencé un groupe Facebook, Chick Flip. Puis là, à chaque fois qu'on rencontrait une autre fille, on y disait. Puis là, ben, le groupe a commencé, tu sais, pour qu'on puisse tous avoir des points de connexion pour aller en faire. Puis on a commencé à faire des petits événements, tout ça. Mais ça, j'allais dire, quand j'étais au secondaire, toutes mes amies faisaient de la skate, je me tenais au skatepark, j'en ai jamais fait. Il y avait pas de filles qui faisaient du skate. Puis c'était comme, moi, je peux pas faire de la skate, mais peut-être je vais faire du rollerblade freestyle. Là, je faisais du rollerblade. Mais c'est ça, quand je déménageais à Vancouver, mon chum, dans le temps, il en faisait un peu de skate. Fait que là, il était content parce qu'on pouvait aller en faire ensemble, puis il m'apprenait un peu, tu sais. Puis là, tout d'un coup, je suis rendue addictée parce que j'ai tout le temps voulu en faire. Puis dans ma tête, je me disais, je pouvais pas. Tu sais, dans ce temps-là, pas vraiment d'Internet. Tu vois pas de femmes ou de filles ou de modèles. Là, c'est ça, on commençait à aller dans des événements de skateboard à Vancouver. Puis là, il y avait pas de catégorie de filles ou femmes, whatever. Là, ça me gossait de voir les jeunes filles dans l'audience qui regardaient puis qui voyaient pas d'autres filles faire de la skate. Ça me gossait, là. C'est ça qui m'a fait vouloir en faire, devenir bonne puis d'apprendre parce que j'étais comme, c'est pas vrai qu'il y a pas de femmes qui fait de la skateboard. Il y en a plein, en fait. Fait que c'est ça, le monde d'hommes, moi, ça l'a juste plus mis de bois dans le feu, vouloir avoir une représentation plus égale. Puis de pas me laisser intimider par les... Fait que j'ai jamais été intimidée par les hommes, ou que ça soit quand je travaille en géologie ou whatever. Parce que je pense que, de façon générale, dans la société, on a de la misère à comprendre pourquoi ça empêcherait une fille de faire du skateboard. Juste le fait que c'est pas quelque chose qui est commun. On est comme, ouais, mais elle pourrait en faire quand même, tu sais, personne lui empêche. Mais quand c'est toi, tu vois juste pas personne qui en fait. Pis on dirait que c'est difficile de comprendre qu'effectivement c'est tough de commencer quelque chose quand t'es la première. Ou quand t'as pas de modèle, parce que les filles vont relier à voir une autre fille faire la même chose, parce que c'est comme que tu t'identifies avec. Ça te donne plus de chances de succès parce que t'es comme, elle est semblable à moi, cette fille-là. Elle est capable, ou elle est bien plus jeune que moi, comme moi aussi je suis capable. Comme inconsciemment, ça rend que les femmes pensent qu'ils peuvent pas ou qu'ils sont pas capables, ou que, ben non, ça c'est quelque chose que les hommes ils font, les femmes font pas ça, les femmes ils font d'autres choses, ou ça a pris beaucoup de temps puis de travail à changer ça. C'est même pas aussi conscient. Comme tu dis, t'as fait du rollerblade. Ouais. T'avais le goût de faire du skate, plus t'es arrivé à un crossroad dans ta vie, puis on va faire du rollerblade. Ouais, les filles font pas de la skate. Puis, yes, on a parlé de skateboard. Ouais. C'est quoi ta plus grande fierté? Je pense d'avoir eu le courage de changer de carrière de géologue à horticultrice, puis d'avoir parti ma propre compagnie. J'ai pas vraiment vu ça comme un aspect courageux au début, parce que quand je veux faire quelque chose, je le fais. Je suis comme all or nothing Mel. Mais rétrospective, tu sais, je me dis, la plupart du monde, ils font pas ça. Ils sont pognés dans les choses qu'ils font, qu'ils aiment pas. J'ai aussi eu ma ceinture noire en taekwondo quand j'avais 13. Si vous voulez soutenir financièrement la cause de la francophonie canadienne ou la cause des femmes francophones en Colombie-Britannique, nous vous invitons à faire un don à l'organisme à but non lucratif de votre choix. Réseau Femmes Colombie-Britannique représente, promouvoit et défend les droits et intérêts des femmes francophones depuis plus de 30 ans. Et Franc-Ouest est fier de s'associer à cet organisme pour notre 2e saison. L'AFCO, ou l'Association des francophones des Kootenays-Ouest, fait rayonner la langue française et ses cultures dans ce grand territoire depuis 1986.
Rendez-vous sur réseaufemmes.bc.ca ou afko.ca et cliquez simplement sur le bouton Don. N'importe quel montant est apprécié, mais si ce n'est pas possible pour vous de faire un don présentement, aucun problème. Reçu à fin d'impôt disponible, merci d'indiquer Franc Ouest dans votre don. Franc Ouest est une coproduction de l'AFCO et de WebWest, financée par le gouvernement du Canada et en partenariat avec Réseau Femmes Colombie-Britannique. Réalisation et animation, c'est moi, Patrick Lac. Productrice principale WebWest, Micheline Arbé. Chef de contenu WebWest, Sandra Poirier. Direction AFCO, Lynn Chartier. Réalisation, direction photo et montage vidéo, Jackie Atkins. Prise de son, mixage et médias sociaux, Véronique Trudel. Caméraman, opérateur drone et photographe, Alex Balsé. Traduction et rédaction, BPM Communication. Graphisme, Patrick Lac et Louis Fortier Design. L'image du logo est de Wild Air Photography et Sweet Peas Studio. Thèmes musicaux, The Great Novel et Projet Hertz. Ambiance musicale, Patrick Lac, Charles Robert, John Shakespeare et Spyro's Beat. Merci à Nelson Public Library et leur studio communautaire Tech Hub, Kootenai Co-op Radio, Radio Victoria, Jamie Shinkuski, Alexis Roy-Perra, Marcus Dénommé, Marley, Ralph et Béatrix, et Anne-Marie Claveau.